Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles à votre chaîne politique Taxawu Sénégal TV. Ravi de vous retrouver dans votre émission Temps de parole. Alors aujourd'hui, nous avons un invité, on va dire pas n'importe qui. Il s'agit de la tête de liste de Yewwi Askan Wi au niveau du département de Saint-Louis. Babacar Abba Mbaye, bonjour. Bonjour Aminata. Vous êtes par ailleurs le directeur de la santé et de l'action sociale au niveau de la ville de Dakar. D'ores et déjà, on va commencer par ça. Alors, vous êtes le directeur de la santé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on va commencer par ce secteur qui est gangrené par beaucoup de problèmes. On va dire que les Sénégalais ont des problèmes pour accéder aux soins, surtout à des soins de qualité. Aujourd'hui, qu'est-ce que la ville de Dakar fait pour aider justement les populations à accéder à cela? Merci Aminata. C'est un plaisir de recevoir Taxawu TV, qui est un peu le bras communicationnel de notre mouvement. Donc c'est vraiment notre premier levier de communication. C'est vrai que le secteur de la santé a marqué l'opinion ces dernières années. D'abord à cause du coronavirus, qui était une crise sanitaire et qui contrastait un peu avec les tendances qu'on a, puisque c'était une maladie infectieuse. Or, toutes les tendances sanitaires qu'on a sont des maladies chroniques. Vous savez, vous regardez l'explosion du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires, AVC, hypotension, infarctus. C'est ça la tendance qu'on a aujourd'hui. Et ce sont des maladies qui sont liées à notre manière de vivre, à notre manière d'être, à notre manière de nous déplacer, à notre manière d'exister dans l'espace urbain. Donc ce sont des maladies chroniques qui ont toujours interpellé l'autorité municipale, l'autorité urbaine, la ville en tant que telle. Mais malheureusement, on a eu ce coronavirus qui a mis à l'épreuve notre système sanitaire. D'ailleurs, le président de la République promettait de mettre 500 milliards à condition que les vraies réformes soient faites. Les réformes sur la gouvernance du secteur hospitalier, le modèle de fonctionnement de nos hôpitaux, qui sont des établissements publics, c'est-à-dire qui ont une autonomie de gestion, pose un problème, puisque généralement la tarification qui est appliquée ne couvre pas l'ensemble des coûts de prestation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des hôpitaux fonctionnent sous un système de déséquilibre. Ils sont provisionnés par une subvention de l'État qui ne vient pas à temps et en heure. Donc tous les hôpitaux fonctionnent avec l'équilibre de la bicyclette. C'est-à-dire les hôpitaux vivent sur le dos du patient. Pour preuve, vous prenez l'ensemble des initiatives de gratuité, Sésame, prestations gratuites pour les moins de 5 ans, césarienne gratuite. Vous allez au niveau des hôpitaux, l'État doit des milliards aux hôpitaux. Donc c'est un système qui dans son ensemble est en crise. Et vous avez vu les signaux qu'on a avec ce qui s'est passé dans différents hôpitaux ou qui vient de se passer à Tivaouane. Donc c'est un système qui au-delà des événements qu'on a connus ou au-delà du changement simplement d'un ministre, est un secteur transversalement en crise, puisque ce qui relève fondamentalement du problème, c'est le financement du secteur de la santé. Est-ce qu'on doit arriver à un système puisque les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner, on ne peut pas financer la santé uniquement sur la tarification des hôpitaux. Est-ce qu'on doit aller vers des systèmes de prélèvement, de taxes spécifiques pour financer la santé, un peu sur le modèle sur le tabac ou sur les boissons gazeuses, un peu comme on fait dans les pays étrangers? C'est les grandes réformes auxquelles on doit arriver, et c'est ça le fond du problème, pour arriver à régler les deux problèmes, comme vous l'avez dit. Le problème de l'accessibilité aux soins. On a deux types d'accessibilité. C'est l'accessibilité géographique et l'accessibilité financière. Où d'abord, on doit faire en sorte qu'en fonction de la population, qu'on ait le maximum de structures hospitalières à côté, ou que les gens, une fois qu'ils sont aux hôpitaux, ont suffisamment de moyens ou ont accès à des tarifications qui ne sont pas chères. Et ces deux accès-là ne sont plus réglés. Puisque les prestations, aujourd'hui vous allez dans les hôpitaux pour des prestations de consultation, je ne parle même pas de la prestation de soins, de consultation. Les radios, les IRM coûtent excessivement cher. Un IRM coûte au minimum 140 000 à Dakar. Comment quelqu'un peut avoir accès à 140 000 pour une consultation avant de se faire soigner pour une opération ou autre chose? Vous comprenez un peu toute cette crise que transforme la santé. Et pour revenir spécifiquement à votre question sur la ville de Dakar, heureusement que Mamadou Diop avait compris cela. Mamadou Diop, qui venait en étant président de la communauté urbaine, a été avant ministre de la Santé. Il avait compris qu'à Dakar, si on ne mettait pas un mur sanitaire entre les grands hôpitaux classiques, Dantec, Fann, Principal et les populations, mais le gap allait être énorme. C'est pour ça qu'il s'est très tôt lancé dans la construction des centres de santé. Nabil Chouker, Gaspard Camara,
Philippe Maguilène Senghor. Et aujourd'hui, tous les maires qui se sont succédés, Pape Diop qui en a mis 4 ou 5, Khalifa qui a complété. Et aujourd'hui, les communes de Dakar ont un centre de santé. Et l'autre objectif, c'était de faire en sorte que les spécialités se rapprochent des populations. On avait commencé avec Philippe Maguilène Senghor qui devait être spécialisé sur tout ce qui est pédiatrie, accouchement, gynécologie. Il y avait le centre de santé de Ouakam qui a le centre de gériatrie pour les personnes âgées à côté. Et même le dernier à Liberté devait être spécialisé sur la chirurgie pédiatrique pour désengorger un peu Albert Royer. Donc vous voyez que tous les maires qui sont cités ont compris cela, ont renforcé ce tissu-là. Malheureusement, on a eu le coup de Jana qui est venu avec l'acte de la décentralisation, qui a décidé que ces centres de santé devaient aller aux communes d'arrondissement. Et même lorsqu'on a fait l'émission obligataire qui a été bloquée par l'État, à la suite de cette émission obligataire, si on avait réussi, puisque c'était une première, 20 milliards, ce n'était pas énorme sur le marché financier, mais c'était un test. Si cette émission obligataire avait réussi, la ville de Dakar est revenue sur le marché financier pour faire un emprunt de plus de 100 milliards, pour faire en sorte que l'ensemble de ces centres de santé-là, d'abord à Passani, ainsi de suite, ce centre de santé de plateau, tous ces centres de santé allaient devenir des hôpitaux de niveau 1. On allait construire en hauteur, renforcer les plateaux sanitaires et en faire carrément des hôpitaux de niveau haut plutôt que des centres de santé. C'était mieux que d'acheter des terrains et de construire d'autres hôpitaux avec le projet phare qu'on avait qui était l'hôpital des Parcelles-Assainies. Donc malheureusement, aujourd'hui, l'État a décidé que les centres de santé sont au niveau des communes d'arrondissement. Ils payent difficilement les salaires. Donc quand ils payent les salaires, ils n'ont pas les moyens d'étoffer le plateau technique. Ils n'ont pas les moyens d'investir. Et un hôpital, un centre de santé, quand vous n'investissez pas, au bout de 2 ans, le matériel se détériore, il n'y a pas suffisamment de prestations et l'hôpital le centre meurt de lui-même parce que tout ce qui est récolté comme recette sert à payer les salaires. Et c'est ça le drame qu'on traverse dans son ensemble, Dakar comme les autres régions. Justement, ça allait être la deuxième question, c'est par rapport, vous avez parlé de 2 accès pour les soins. Il s'agit des finances, il s'agit également de la géographie, mais il s'agit surtout d'accès à des soins de qualité, c'est-à-dire un plateau technique relevé qui permette d'accéder à ces soins-là. Aujourd'hui, c'est vrai, la ville de Dakar prend en charge des populations, mais qu'est-ce que la ville de Dakar fait, par exemple, au niveau de certaines structures pour relever justement le plateau technique? Oui. Avant l'acte de la centralisation, on avait décidé de faire un marché de clientèle, c'est-à-dire un marché ouvert avec un plafond à 10 milliards pour continuer à équiper les centres de santé. Comme je l'ai dit, l'objectif c'est d'avoir, au-delà des centres de santé qu'on a, ou Gaspard Camara comme Philippe Maguilène Senghor, qui font beaucoup de naissances, il fallait maintenant mettre des spécialités. Quand vous mettez de la spécialisation, ça évite que les populations aillent au niveau des hôpitaux, puisque, vous l'avez dit, des prestations de qualité coûtent cher. Je vous ai expliqué que la hausse des maladies cardiovasculaires. Vous allez dans un hôpital, vous voulez faire une prestation. Vous avez une prestation qui s'appelle par exemple coronographie. C'est-à-dire c'est une machine qui peut faire le tour du circuit sanguin et qui peut déboucher les artères qui sont bloquées puisqu'on mange beaucoup de gras avec notre type d'alimentation. Des fois, nos artères sont... C'est ça qui crée des AVC. Mais cette machine-là, un seul examen de cette machine-là coûte 500 000 francs. Vous imaginez le nombre de populations qui ont accès à ce type de prestation-là. Donc des soins de qualité coûte cher. Nous, et pour que ces soins de qualité puissent être, pour que les populations puissent avoir accès, il faut que l'État investisse en masse dans les hôpitaux et que les collectivités locales puissent investir aussi en masse dans les centres de santé. Nous, au niveau de la ville de Dakar, ce qu'on fait, c'est qu'on a une convention avec l'ensemble des hôpitaux de Dakar. L'ensemble des hôpitaux. Et ce que nous faisons, c'est que pour n'importe quelle prestation hospitalière, nous pouvons accompagner le patient jusqu'à hauteur de 350 000 francs. C'est le plateau. Sauf à Odji, l'hôpital général Idrissa Pouye, qui est l'hôpital général de Grand Yoff, où on peut monter jusqu'à 500 000 parce que cela concerne les opérations de traumatologie. Généralement, quand c'est des accidentés ou des grands brûlés ou des problèmes orthopédiques, c'est des fractures, tout ça. Et là, on peut monter jusqu'à 500 000. À Fan, on a une convention spécifique, puisque à Fan, il y a le centre Kuemo et une importante unité de cardiologie. Mais vous savez, tenez-vous bien, Aminata, quand vous avez une pathologie cardiaque lourde pour faire opérer, à Fan, on ne vous touche pas pour moins de 3 500 000 francs. On ne vous ouvre pas, que ce soit la chirurgie pédiatrique ou adulte, on ne vous touche pas tant que vous n'avez pas mis 3 500 000 francs sur la table. D'ailleurs, c'est pour ça que lors de la dernière journée de solidarité du mai à du 12 mai, on a sélectionné beaucoup de Dakarois qui étaient entrantes et c'était pour plus de 70 millions. Vous imaginez le nombre de Dakarois qui ont 3 500 000 pour se faire opérer? Ils n'ont même pas les moyens de faire les examens
ou les scanners, ou les radios, avant d'arriver à l'opération. Et pour une structure comme on a bien sûr une convention avec l'hôpital militaire de Ouakam, une convention avec le Centre national de transfusion sanguine pour les mêmes prestations. Je vous ai parlé de la coronographie. À Dantec, sur la coronographie spécifiquement, on peut monter jusqu'à 500 000. C'est-à-dire à la carte comme ça, en fonction des besoins, en fonction des spécialités des hôpitaux, nous arrivons à intervenir et à appuyer les Dakarois. Mais vous imaginez que les budgets sont généralement très limités pour des besoins qui sont exponentiels. Alors, on va parler de l'autre chose qui est en votre charge, on va dire. Il s'agit de l'action sociale. Bientôt la Tabaski. On l'a vu tous, le budget communal est envahi depuis quelques jours. Les populations sont venues déposer leurs demandes. D'ores et déjà, vous en êtes à combien de demandes? Là, on a dépassé les 40 000 demandes. On a dépassé les 40 000 demandes, tout en sachant que lors de la journée de solidarité que le maire a organisée dernièrement, on a été plus de 60 000 demandes. Donc, généralement, c'est des indicateurs sur la poussée de la pauvreté et la précarité dans le pays. Je ne parle même pas de la pauvreté, mais la norme dans le pays, c'est la précarité, puisque 80% des Sénégalais et des Dakarois vivent de l'informel. Donc, quand les gens arrivent à gérer le quotidien, ils arrivent à gérer le déjeuner ou le petit déjeuner. Le soir, vous voyez la multiplication des points de vente, des tiérés, des fondés. Les gens, ils prennent quelque chose, ils vont se coucher. Mais dès qu'ils ont un choc, ils tombent, ils n'arrivent pas à se relever. Et un choc, ça peut être n'importe quoi. Vous avez un enfant malade qui doit faire une radio. Vous avez une ordonnance de 50 000 ou 60 000, vous n'arrivez pas à l'acheter. Vous êtes malade vous-même, vous n'arrivez pas à vous faire soigner. Donc aujourd'hui, dans le pays, la précarité elle est énorme. Et je peux mettre dans la catégorie des chocs les événements que nous avons. Quand la Tabaski arrive, vous êtes un père de famille, vous devez acheter un mouton à 100 000 francs, vous avez les habits, vous avez toute la pression sociale qu'il y a autour. Naturellement, ça devient difficile. Et ce genre d'événement nous permet de lire les besoins qu'on a au niveau des populations et de savoir que la précarité, la pauvreté est vraiment installée dans la ville. Et d'où l'importance qu'il y a à faire une action sociale, mais une action sociale bien pensée qui impacte les vrais indigents, qui impactent les populations qui en ont besoin. Vous avez anticipé sur la question de la pauvreté, mais bon, j'allais y venir, on va y revenir là-dessus d'ailleurs. Par contre, j'aimerais savoir comment est-ce que ça va se passer pour ceux qui sont venus déposer leurs demandes. Qui peut bénéficier de cela et quelle est la procédure justement pour bénéficier de cette aide-là? Ces aides-là, c'est quelque chose que nous avons dans le budget. Dans le budget, nous avons environ pour 800 millions, pour 900 millions de secours, ce qu'on appelle des secours aux indigents. Secours aux indigents, c'est très générique, c'est très large. C'est-à-dire, il y a des fois des Dakarois qui vivent au maire parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer. Vous avez des gens qui ont été victimes d'incendie, vous avez des gens qui ont besoin d'aide. C'est ce poste de budget-là que nous utilisons. Et le maire utilise ce poste de budget-là généralement pour aider. Et vous avez beaucoup de gens qui écrivent, qui sont au-delà du plafond qu'on a fixé pour les prises en charge pour les hôpitaux. Vous avez quelqu'un qui est hospitalisé, qui est à l'hôpital depuis 1 mois à principal. Vous prenez par exemple un bébé qui est en néonatologie, vous avez vu les problèmes qu'on a. Le lit de néonatologie à principal, il est à 50 000 francs. Vous avez un bébé qui est né en prématuré et qui fait là-bas 1 mois ou 2 mois pour se remettre. Vous imaginez 2 mois, 50 000 francs par jour. Vous avez quelqu'un avec une facture d'1 million, 2 millions. Comment l'aider? Parce que ça va au-delà du plafond de la prise en charge. Et c'est sur ce poste-là qu'on utilise. Maintenant, il y a une grande quantité de ce poste-là qu'on utilise pour les événements. C'est Pâques et c'est Tabaski. C'est des événements, c'est des chocs que les populations suivent puisqu'ils ont un besoin tangent, immédiat, spot sur un événement de dépenser beaucoup d'argent. Donc là, pour Pâques et pour Tabaski, nous aidons les populations à d'autres. C'est un montant de 40 000 francs. Et les populations viennent, ils déposent une demande adressée au maire avec la copie de la pièce d'identité. Et quand ils déposent ça, ils font ce qu'on appelle l'enquête sociale. L'enquête sociale, ça nous permet de mesurer le degré d'indigence de la personne. On a ce qu'on appelle des travailleurs sociaux. Là, cette année, nous travaillons avec nos propres travailleurs sociaux et ceux de la direction sociale du département de Dakar, qui sont des gens formés à l'ENTSS, qui ont les diplômes pour ça, qui sont expérimentés pour faire ce type d'enquête et qui, au confluent des questions qu'ils vous posent sur vos stages, êtes-vous salarié, qu'est-ce que vous faites, vous avez combien d'enfants en charge, est-ce que vous payez un loyer? Et avec ce type de questionnement, ils arrivent à profiler la personne, définir son degré d'indigence et voir si la personne est prioritaire ou pas. Et en fonction de ça,
Bien sûr, la demande qu'on a dépasse l'offre qu'on aura, mais en fonction des enquêtes sociales, on arrive à définir qui doit l'avoir et on donne aux personnes prioritaires. Et l'offre est limitée à peu près combien de personnes? Ça dépend du budget. Ça dépend du budget. Par exemple, aujourd'hui, demain, on aura la réunion de la commission sociale. Le directeur administratif et financier peut venir en commission sociale nous dire que sur le budget que vous avez, il me reste 700 millions sur ce poste de budget-là. 700 millions, quand vous prenez 10 000, 15 000 secours, 15 000 secours, ça fait 600 millions. Le représentant du maire, son directeur ou l'adjoint au maire peut dire, écoutez, on sort tous les 700 millions. Le directeur de cabinet ou le représentant du maire peut dire, non, on ne sort pas les 700 millions, on va mettre 600 millions et on garde 100 millions parce qu'on a encore jusqu'à la fin de l'année pour aider des populations qui sont dans le besoin. Donc c'est ce type d'arbitrage-là que nous faisons en commission sociale. Après, une fois que c'est fait, on sait qu'on a 15 000 secours. Après, on fait le tri, on fait les sélections. Tout le monde n'a pas et c'est extrêmement dommage puisque toutes les personnes qui viennent ici en ont besoin. Mais ce qu'il faut savoir aussi et qu'il faut préciser, c'est que tout ce qu'on reçoit ici on a 40 000 demandes, dites-vous bien que vous avez 15 000 ou 10 000 qui sont hors commune. C'est-à-dire que ce sont des gens qui habitent à Guédiawaye, à Pikine, à Rufisque, qui viennent demander parce qu'ils pensent que l'aide est dédiée à tout le monde, mais malheureusement la dépense est territoriale. On peut considérer que c'est des gens qui habitent à Dakar. Bon. Il y en a beaucoup qui contournent, qui vont aller chercher des certificats de résidence, tout ça. Donc voilà, mais bon, on essaie de trier et de sélectionner en fonction des gens qui nous paraissent comme prioritaires. Maintenant, quand on sort toutes les personnes prioritaires, quand on a encore besoin de faire de tri, il y a des critères comme l'âge, le sexe. Généralement, quand vous aidez les femmes, tu peux être sûr que ça va dans le foyer. Quand vous aidez les personnes adultes, c'est des personnes qui ont besoin de prendre un mouton ou autre chose. Et puis, on essaie d'éliminer les jeunes, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un fichier assez équilibré, tout en sachant que nous-mêmes, on a cette déchirure de dire que si ça dépendait de nous, tous les gens qui viennent ici, qui restent ici des heures, auront des secours, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Alors, vous avez anticipé tout à l'heure sur la pauvreté au Sénégal, qui est de plus en plus, on va dire, palpable. Les ménages sont à bout de souffle. Certains font le link avec la crise en Ukraine, mais aujourd'hui, est-ce que justement nous ne faisons pas partie de ces pays vulnérables, par exemple? Mais ça, c'est clairement établi, puisque vous prenez Aminata, la trajectoire du pays depuis l'indépendance. Je ne peux pas prendre depuis l'indépendance, puisque nous avons eu notre première, la Direction générale des impôts et domaines sous son format arrivé vers les années 70, c'est-à-dire après 60. On nous a laissé une administration, on nous a laissé un pays avec des charges sans pour autant avoir une industrie ou une économie très très structurée pour pouvoir donner suffisamment de recettes. Donc depuis les années 70, nous sommes en crise. Et vous reprenez depuis le premier plan de redressement économique et financier, les plans d'ajustement structurel, le plan Sakholum, la dévaluation du franc CFA, la stratégie de croissance accélérée, le plan Sénégal émergent, le plan de résilience économique. À aucun moment, depuis les années 80, nous n'avons pas été dans un plan spécifique qui est un plan d'ajustement structurel ou un plan plutôt plus ou moins prospectif comme on l'a eu sur le plan Sakholum ou ce qu'on a sur la stratégie de croissance accélérée de Wade ou le plan Sénégal émergent du président Macky Sall. Donc depuis l'indépendance, on cherche à ajuster notre économie avec des marqueurs qui sont restés des standards. Par exemple, quand il y a eu le premier choc pétrolier, la crise libyenne, et qu'on a dû faire le PREF, jusqu'à la dévaluation du franc CFA, jusqu'à l'alternance en 2000, c'est forcément des chocs extérieurs qui viennent nous frapper de plein fouet. Et quand c'est un choc, nous, on est obligé d'avoir un plan d'ajustement sur notre économie. Donc, ce qui fait que à chaque fois qu'il y a une crise à l'extérieur, ça nous impacte. Et on a eu aussi nos travers. Et c'est là où nos gouvernants sont impliqués. Je passe Diouf qui a passé à se battre sur l'économie, sur une problématique précise comme celle de l'emploi des jeunes. Quand Senghor, en quittant son dernier discours, il met en œuvre la problématique de la jeune et la problématique. Dans son dernier discours, Senghor pointe deux problématiques, le chômage des jeunes et le logement. Abdou Diouf, quand il est arrivé, il s'est consacré sur l'économie et sur la politique, mais c'est la bombe chômage qui lui explose dessus en 1988. Donc, c'est tout ça qu'il gère. Et jusqu'en 1994, quand on a fait la dévaluation du franc CFA, de 1994 en 2005, on a eu maintenant une croissance stable d'au moins 5%. Et en 2000, quand Mamadou Lamine Loum quittait, il disait que tous les voyants sont verts. Notre trésorerie était revenue en équilibre, l'État avait payé tous ses prestataires, l'économie était en bonne forme.
et tu avais tous les grands responsables socialistes qui disaient mais maintenant il faut maintenant desserrer la ceinture et mettre de l'argent dans l'économie, on va aller en campagne, on va aller battre Wade. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier mémoire de Abdoulaye Bathily et qui décrit Wade à l'époque qui était totalement désargenté et qui n'avait plus de revenus, d'où sa fameuse marche bleue. Et vous avez à côté le régime socialiste qui avait suffisamment de ressources et qui se permettait de dire que les voyages sont à faire. Mamadou Lamine Loum a refusé qu'on mette ça dans la politique et le Parti socialiste a été battu. Wade est venu, il a bénéficié de l'annulation de la dette, il a bénéficié d'un contexte favorable jusqu'en 2005. Quand il y a eu la crise pétrolière et que Wade avait dépensé beaucoup d'argent dans ces histoires de Fesman, de monuments de la Renaissance, mais c'est là où la crise a commencé jusqu'à sa défaite. Quand Macky est arrivé, on était à 2% de croissance, hors PIB, hors agricole. C'est-à-dire que quand la campagne agricole est bonne, ça impacte notre croissance, d'où son combat pour avoir de l'engrais en Ukraine. Donc ce qui fait que, et puis Macky est monté jusqu'à 6% et quelques. Quand il y a eu le corona, bim, il redescend à 1,5% de croissance, il est en récession. Ça veut dire que notre économie, elle est vulnérable à l'extérieur. À chaque fois qu'il y a une crise externe, elle nous impacte. Parce que nous n'avons pas réussi la transformation structurelle de notre pays. Nous avons perdu notre industrie. Avant, on avait la Sonacos, on avait les ICS, on avait Bata, on avait Sotiba. Tout ça, c'est des fleurons qui ont disparu. Et voilà, on mange du riz qui vient de Pakistan et tout. Quand il y a eu la première crise sur le riz, Wade a fait le plan Gowana. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Il a mis des milliards de rangs, à part spolier le foncier du Wallo et tout. Ça n'a servi à rien du tout. Donc, aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut protéger notre économie. Mais protéger notre économie, c'est réussir sa transformation structurelle, c'est réussir l'autosuffisance alimentaire. On est obligé pour notre survie de manger ce que nous consommons ici. Et on peut le faire, on a la vallée, on a assez d'espace. Le blé, la problématique aujourd'hui qu'on a, on a 4 variétés de blé qui ont été produites par l'ISRA. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est la volonté politique et c'est là où nos gouvernements successifs ont échoué. Bon, on va dire bientôt on va exploiter, on va bénéficier du pétrole et du gaz, ce sera peut-être une solution? Oui, c'est un piège par contre. Le bout du tunnel, non, je ne le pense pas. À condition, je pense que dans ce pays-là, il faut qu'on ait une génération qui se sacrifie. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va finir comme le Nigeria ou comme le Gabon ou comme le Tchad de Idriss Déby. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand les revenus du pétrole, on va commencer, au lieu de travailler à réussir notre transformation structurelle, mais les gouvernants ils vont dire, écoutez, il y a de l'argent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mais comme il y a plus de recettes qui entrent, augmentons les dépenses. Et généralement, c'est pour acheter la paix sociale. On augmente les salaires. Et quand il y a des enjeux politiques comme le 3e mandat, vous imaginez ce que ça donne. Et on augmente les acquis sociaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui va se passer? La même chose va se passer. C'est-à-dire, vous vous réveillez un matin, on vous dit, on a cassé le prix du baril par 2. C'est ce qui est arrivé au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais le président il se lève un matin, il dit aux fonctionnaires, je suis obligé de diviser vos salaires par 2. Et bonjour la crise. C'est ce qui est arrivé au Tchad. Qu'est-ce que Idriss Déby a fait? Tous ces fonds-là qui ont été gardés, soi-disant pour les générations futures, mais ont été levés. Au finish, ils ont fini avec des emprunts sur des fonds toxiques. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Nigeria, où le tout pétrole fait que le président aujourd'hui est obligé de pousser les grands entrepreneurs nigérians vers l'agriculture. Dangote vient d'inaugurer la plus grande usine de tomates au Nigeria. Pour ça, parce qu'ils ont ce besoin-là. Parce que dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura au moins 500 millionnaires. Il y aura plus de Nigérians que d'Américains. Vous vous rendez compte de la transition démocratique? En 1960, il y avait 3 millions de Nigériens. Ils sont aujourd'hui 20 millions et ils seront 34 millions dans 20 ans. Ce choc démographique-là nous impose des grands questionnements. Comment on va nourrir ces gens? Comment on va les loger? Comment on va les former? L'Afrique aura plusieurs milliards d'habitants. Mais c'est le défi que les Chinois ont réussi en se ressentant sur leur économie intérieure. Parce qu'ils sont de grands ensembles. La Chine, c'est un empire. Les États-Unis, c'est un continent. Mais nous, on est de micro-petits États qui n'arrivent même pas à nous organiser pour pouvoir vivre de ce que nous avons. Si on ne réussit pas, si on se focus
sur le pétrole et sur le gaz, oui, les revenus vont pleuvoir. Mais bonjour la crise quand on va tomber dans le tout pétrole, dans le tout gaz. Il faut réussir la transformation structurelle de notre économie et c'est un défi impérieux, sinon on ne suivra pas. Alors, malgré ce contexte actuel de crise, que ce soit au niveau du Sénégal, au niveau mondial, le niveau du débat politique, le niveau du débat surtout politique, c'est des invectives, c'est pratiquement que ça. Il n'y a pas d'offre programmatique à part des menaces et des invectives. Il n'y a pas d'offre programmatique, comme je disais. Est-ce que cela ne conforte pas ceux qui disent que tous les politiciens sont dans le même lot? C'est trop... Vu le niveau du débat. C'est assez caricatural. C'est trop simpliste comme approche, comme analyse. Il faut mettre les choses en perspective. Vous savez, moi, je discute beaucoup avec mon oncle Pathé Faldji, qui a été le premier directeur de l'ORTS. On échange beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Les gens pensent que c'est une nouveauté. Ce n'est pas de la nouveauté. Simplement qu'il y avait juste une seule télé, une seule radio. Quand on a ouvert et qu'il y a eu des télés privées et des radios privées, la conséquence a été la première alternance démocratique. Mais on a mis ici un président qui a commencé à détricoter les acquis. Vous vous êtes retrouvé avec des Farba Senghor ministres, je m'excuse de le citer. On s'est retrouvé avec toutes les normes, tous les critères qu'on avait trouvés pour organiser l'accès au champ politique ont été explosés. Au PS, n'importe qui ne pouvait pas être ministre. N'importe qui ne peut pas être ministre. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a considéré qu'on pouvait avoir accès à n'importe quelle fonction sans avoir n'importe quelle formation. Maintenant, vous vous amenez à l'ère de la communication absolue, vous avez les réseaux sociaux, la tyrannie du buzz. Certains pensent que la politique, c'est le buzz. Il faut tout faire pour se faire voir, il faut tout faire pour se faire entendre. Et malheureusement, je pense que sociologiquement, on a besoin maintenant, pour le champ politique, de penser des filtres. Il faut organiser ces filtres. Vous allez dans un pays comme la France, mais vous n'accédez jamais à des fonctions si vous n'êtes pas pensé par ENA ou Sciences Po ou certains types de formations. États-Unis, vous vous imaginez pas devenir président des États-Unis si vous n'avez pas fait Harvard ou Yale. C'est organisé. Ce n'est pas des sectes, ce n'est pas une mainmise, mais c'est simplement une organisation que les mise en place. Mais si on ne le fait pas, aujourd'hui, ceux qui en seront les victimes, c'est les politiques eux-mêmes. Regardez ce qui se passe. Vous prenez les grandes régies financières, les impôts ou le trésor, vous ne pouvez pas avoir accéder aujourd'hui au ministère des Finances ou au Trésor sans pour autant être un inspecteur des impôts ou inspecteur. Regardez le nombre d'inspecteurs des impôts qu'on a maintenant en politique. Ousmane Sonko, Mamboy Diao, ils sont au moins 10 ou 20 maintenant dans le champ politique. Vous regardez le cas du ministère de la Santé. Il y a échec. Le président, il vire le ministre pour nommer comme ministre le directeur de la Santé. Mais attends, il y a un problème. C'est le directeur de la Santé qui est garant du secteur. Mais vous enlevez le politique pour mettre un technicien. Qu'est-ce que ça va être demain si vous avez vu aujourd'hui les chroniqueurs, les journalistes, tout le monde va avoir accès à la politique en pensant que c'est parce que les politiques ne sont pas à la hauteur ou ne sont pas de bonne qualité. Quand on a ouvert le dialogue, Famara Ibrahim Sagna a fait un discours de 30-40 minutes où il ne parlait que de son parcours. Les gens ont dit qu'il était en train de faire un ego trip où il était en train de se montrer. Non, il était en train de parler aux gens en disant que moi j'ai fait 40 ans de carrière administrative avant de devenir ministre. Vous avez un président de la République aujourd'hui, Macky Sall, qui a fait 10 ans de parcours politique pour devenir président du Sénégal. Il y a quelque part où ça cloche. Maintenant, c'est une réflexion globale, transversale, qui interroge le niveau d'exigence des responsables politiques. Vous prenez le cas de l'honorable député Baradoli, qu'on vient d'envoyer en prison pour des propos malheureux de meeting. On se lève tout le monde le matin, on voit le président de la République s'afficher à Paris avec quelqu'un qui l'avait insulté et qui avait dévoilé son intimité privée. Où est la norme? Où est la frontière? Où est l'équilibre? Où est l'exigence que le président a de lui-même par rapport à ce qui l'entoure, par rapport à ce qui le fréquente? Et c'est là, à partir de là, où lui-même le président pourra dire qui peut être ministre, qui peut être député, quelle est la norme, quelle est l'exigence. Mais une fois qu'on a passé, quand un président peut dîner avec un vulgaire insulteur, mais bonjour les dégâts. Bon, ça aussi c'est valable pour l'opposition. Quand on voit lors de la dernière manifestation de Yewwi Askan Wi par exemple, qu'on donne la parole à un insulteur bien reconnu, connu de tous les Sénégalais, il s'agit de Assane Diouf. Oui, mais Assane Diouf, il s'est engagé en politique. Assane Diouf était dans un pays démocratique. Oui, mais Kaliphone aussi s'est engagé oui, en politique. Assane Diouf était dans un pays démocratique où il disait son opinion. On a créé tout un dossier pour le faire venir. On l'a déporté de son pays, du pays où il était, pour le faire venir au Sénégal. Vous l'avez arrêté plusieurs fois, vous l'avez tabassé, mais vous avez fabriqué quoi? Vous avez fabriqué un citoyen haineux qui est le régime en place.
le régime en place qui n'a voulu que l'humilier. Voilà, maintenant, aujourd'hui, quand vous fabriquez ce type de... Vous fabriquez ce type de citoyens-là. Vous avez une pratique politique qui consiste à humilier, à écraser. Mais on est à l'ère de la communication. Demain, vous faites une vidéo TikTok. Ça va faire 1 million, 2 millions de vues. Qu'est-ce que vous y pouvez? Qui peut arrêter les réseaux sociaux? Qui peut arrêter la mer et ses bras? C'est des travers qu'on a. Mais le pendant de cette liberté totale d'expression, les libertés d'opinion, c'est aussi la transparence absolue. Tu ne peux pas être là à dire que man lu ma neex rek laa dégg, lu ma neex rek laa wax, lu ma neex rek lañ may wax, lu ma neex laay def mënta ne. Pas possible. Mais tes scandales seront dévoilés, tes travers, ce que tu caches sera dévoilé. L'impératif qu'on a maintenant, c'est de faire en sorte que l'État, dans son fonctionnement, soit préservé, que la pratique politique soit organisée, que l'espace de gouvernance publique soit accédé. C'est un des défis de notre gouvernance. Et quand on a parlé de gouvernement à 25 ministres, ou lors des assises, quand on a parlé du retour des incompatibilités, on ne peut pas être dans les régies financières et faire la pratique politique. On ne peut pas être ministre sans avoir un dossier clairement établi à l'OFNAC ou une enquête de moralité. Mais c'est ça les normes qu'il faut faire revenir. Maintenant, une fois que ce sera de retour, maintenant les gens pourront essayer d'organiser tout cela. Mais avec les réseaux sociaux, ça me paraîtra difficile de mettre une norme ou de quadriller tout ça. C'est ça la politique au Sénégal. On va devoir faire avec, pour un bon bout de temps. Espérons d'avoir un jour un président qui sera là de manière sincère pour organiser. Pas un président qui sera victime quand on l'insultera et qui demain va dîner avec des gens qui insultent les autres. Quand on insulte les autres, ça te plaît, mais quand on insulte, tu veux organiser ça. Quand tu fais traiter Khalifa Sall de voleur, vulgaire voleur de riz ou de mille, quand tu fais traiter Ousmane Sonko de vulgaire violeur, mais c'est comme ça qu'on pose les jalons et on dévergonne l'espace politique. Qui est responsable? Je pense que le président est aussi responsable pour tout le monde. Alors, on va parler politique. Bon, on a commencé à parler politique. Vous êtes la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau de Saint-Louis. Êtes-vous satisfait de votre investiture ou auriez-vous préféré figurer sur la liste nationale comme certains? Je suis très satisfait de mon investiture. Et je n'avais pas le droit de faire autrement. Le parcours que j'ai connu lors des élections locales m'interdit d'être quelqu'un qui n'a pas confiance en Saint-Louis, d'être quelqu'un qui n'investit pas dans Saint-Louis et dans les Saint-Louisiens, d'être quelqu'un qui ne travaille pas à renforcer, à solidifier le pacte de confiance que j'ai avec les Saint-Louisiens. Pour la bonne et simple raison que lorsqu'il a fallu faire le choix lors des dernières élections locales, mais certains acteurs politiques s'étaient levés pour contester ma candidature, la légitimité de ma candidature, avec des arguments à la limite injurieux. Dire que je n'ai jamais eu à occuper de fonctions politiques, je n'ai jamais eu à être député, je n'ai jamais eu à être ministre, je n'avais pas d'envergure, je n'avais pas l'étoffe. Au bout de cette campagne-là, la campagne que j'ai vécue, l'affection que les Saint-Louisiens m'ont témoigné, la confiance, quand vous faites 17 000 voix, aucun opposant n'a jamais eu 17 000 voix à Saint-Louis. Et je pense que c'est un score qui m'impose un comportement, une posture. Donc je suis très satisfait et très fier de mon investiture à la tête du département de Saint-Louis, qui a été fait sur insistance aussi des leaders qui m'ont demandé personnellement d'aller à Saint-Louis. Parce qu'à la base, la question n'était pas pour moi de dire je vais sur la nationale. La question c'était de dire que nous avons un mouvement qui s'appelle Tahaou. Et par la force des choses, ça fait 10 ans qu'on l'a. Nous faisons partie des gens qui... Khalifa Sall est assis sur deux pieds. Il y a une génération qui a été élue maire en 2009 lorsque lui-même devenait maire de Dakar pour son premier mandat. Il y a beaucoup de jeunes politiques ici qui ont été maires avec Khalifa Sall sur le premier et sur le deuxième mandat, et certains même sur un troisième mandat. Il y a d'autres jeunes aussi qui sont arrivés avec lui sur ce mandat-là, mais sous l'angle de l'administration, puisque lui-même avait dit qu'en arrivant à la ville de Dakar, lui, il a été formé par les Djiboka, par Mamadou Diop. Donc, dans son bilan devait figurer aussi des gens qui ont été formés et qui sont arrivés avec lui. Surtout même lui, il pointait du doigt le fait que dans ce pays-là, maintenant, les gens ne prennent pas le temps d'avoir un parcours. Les gens ont comme premier poste DG, premier poste ministre. Mais quand vous arrivez comme premier poste ministre, vous n'avez pas d'expérience de l'administration, mais bonjour le retard, bonjour le manque de connaissances, bonjour le manque de maîtrise des dossiers. Donc il avait besoin, lui, de baquer une génération qui était formée et qui arrivait. Et aujourd'hui, 10 ans après, 12 ans après, lorsqu'on va à des élections législatives, il était important que Tahaou Sénégal, dans les investitures qu'on va faire, qu'on puisse lire ces options-là. Aujourd'hui,
Peut-être Abba qui n'a pas été élu maire, mais qui fait 17 000 voix. Je rappelle qu'en Grand Yoff, on a 14 000 voix. Dans d'autres communes, on en a 9 000, 8 000. Mais moi, je fais 17 000 voix. Donc, dans les investissements qu'on devait faire sur la liste nationale, on devait sentir cette touche-là, cette marque-là, cette évolution-là. On devait sentir que dans les investissements de Taxawu Sénégal, on a cette projection-là vers l'avenir. Que Taxawu Sénégal est un mouvement qui, à travers son leader ou à travers ses membres, qui se projette vers l'avenir et qui a de bons profils et qui a l'ambition de se battre et d'exister dans le champ politique maintenant, 2024, après 2024. Donc, il pouvait être important et légitime pour des gens comme moi de dire, écoute, on peut aller sur la nationale. Surtout que c'était partagé avec d'autres acteurs politiques, vu que par rapport aux résultats, par rapport au travail que certains ont eu à faire sur le parrainage de Khalifa Sall en 2019 et là, pour les dernières élections législatives, il était important que certains puissent légitimement dire que voilà, on peut aller sur la nationale parce que c'est de l'intérêt de Taxawu. Donc, il n'y avait pas de problème à ce que moi je puisse dire, je vais sur la nationale, parce que c'était une demande qui était organisée, réfléchie, mais par la force des choses, je me suis retrouvé sur le département et je suis tout à fait engagé et fier de ça. Alors ces investitures justement ont coûté cher, on va dire, à Yewwi Askan Wi, surtout à Khalifa Ababacar Sall, votre leader, qui est au banc des accusés, qui est on va dire, attaqué de tous bords, et pourtant il n'y a pas de réaction du côté de Taxawu Sénégal. Pourquoi? Parce que Taxawu Sénégal paie ses travers. Il faut avoir l'honnêteté de regarder les choses de face. Taxawu Sénégal est déjà un mouvement qui a toujours refusé la structuration. Comment on peut être dans un mouvement politique où on ne sait pas qui est qui et qui fait quoi? Vous arrivez toujours à des élections législatives où on retombe dans les mêmes bêtises, excusez-moi du terme, que ce qu'on avait fait en 2017, où n'importe qui peut avoir n'importe quelle aspiration. C'est quelque chose qu'on n'a jamais su faire, qu'on n'a jamais su organiser, et c'est quelque chose qu'on paye aujourd'hui dans ce qu'on a fait. Quand vous regardez les investitures, mais les gens peuvent plus ou moins être partagés sur la pertinence des investitures que le leader a fait. Ce sont ces investitures, ce sont ses choix. On n'a peut-être pas à les discuter. Peut-être lui aura un jour à les expliquer. Mais quand vous êtes dans une structuration où il n'y a pas de structuration, où les gens ne peuvent pas donner leur avis, où les gens ne peuvent même pas participer aux opérations, qu'est-ce que je peux dire moi de ce qui s'est passé à la confrérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu à émettre mon avis, moi, quand Khalifa Sall a annoncé la responsabilité de porter lui-même les investitures au niveau de Yewwi? J'en sais rien. C'était lui et quelques personnes qui étaient là-bas. Je n'ai pas l'information. Vous me demandez maintenant de le défendre. Je le défends sur quoi? Je ne peux pas le défendre. J'en sais rien. L'information n'est pas partagée. On n'est pas une structure organisée. Et c'est ça les travers qu'on paye. Ça nous a coûté très cher en 2017. En 2017, on est sorti avec 0 député. Et c'était les mêmes acteurs qui étaient là, hein. Les mêmes personnes qui sont dans le circuit, qui sont encore là. Aujourd'hui, on va à des investitures, il se passe ce qui se passe, mais voilà. Nous, on ne peut que constater, on peut être là à regarder, ce qui se passe ne nous plaît pas. Et vous avez les paradoxes qui s'imposent à nous. Vous prenez un acteur politique comme mon ami Babacar Diop du FDS, qui était avec nous en 2017 lors de législative, qui est parti à cause des problèmes d'insécurité, qui a créé sa propre formation politique et qui aujourd'hui se trouve à la même table que Khalifa Sall. Aujourd'hui, il n'est pas investi, il va avec son taper sur Khalifa Sall. Qu'est-ce que je vais aller lui dire moi? Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai essayé de le convaincre de rester, sa réponse a été très cinglante. Il m'avait dit, tu es l'un des rares qu'on peut caricaturer ou définir comme khalifiste. Et pourtant, tu n'es pas investi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Donc, 5 ans après, on retombe dans les mêmes travers. Qu'on assume nos propres bêtises. Si on n'est pas capable de s'organiser, on n'a rien à dire. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'avenir de Taxawu Sénégal au niveau de la scène politique? Mais Taxawu Sénégal a son mot à dire, a son rôle à jouer. D'abord, on a un leader qui garde toute sa crédibilité, malgré tout ce qui s'est passé. Dans son profil, rares sont les hommes qui sont aussi expérimentés. Nul était son expérience, nul était sa pondération. Taxawu Sénégal, il y a bien longtemps que Yewwi Askan Wi lui-même aurait explosé. Il constitue un lien fort dans cette coalition et dans l'expérience, dans la capacité qu'il a à les événements politiques, à les anticiper. Il a encore sa carte à jouer pour 2024. Et même au-delà de 2024. Moustapha Niasse a dépassé 80 ans. Moustapha Niasse n'est jamais devenu président. Ousmane Tanor Dieng, que Dieu ait pitié de son âme, était beaucoup plus âgé de Khalifa. Il a fait sa carrière politique sans être président.
on ne va pas enfermer la vie de Khalifa Sall sur la fonction, autour de la fonction de président. Il peut exister, avoir une viabilité politique, avoir son mot à dire dans le fonctionnement du pays, surtout dans tous les défis qu'on a et qu'on a déjà énumérés. Il nous faut des hommes et des femmes désintéressés. Il en fait partie, il n'a plus rien à prouver. Ce qui l'intéresse, c'est le bon fonctionnement du pays et il sait ce qu'il doit aux générations futures. Donc, il a son mot à dire. Mais le mouvement aujourd'hui peut continuer. Aujourd'hui, on a un jeune qui s'appelle Barthélémy Dias qui est maire de Dakar. Donc, dans le temps, sur 10 ans, 15 ans, nous avons réussi à garder nos points forts. Je prends des villes comme Tamba, comme Saint-Louis, où on a encore des responsables qui, avec un peu plus d'appui, peuvent impacter ces zones-là. Nous avons notre rôle sur le champ politique, mais je dois dire que au Sénégal, nous sommes nos propres fossoyeurs. Voilà. Nous ne sommes pas organisés, nous refusons de franchir ces caps-là, mais on ne peut pas continuer comme ça en ne mettant pas en place nous-mêmes les moyens de notre propre existence. Des fois, vous êtes là quand il y a des événements politiques, vous regardez les plateaux télé, on a largement les moyens d'y être, mais rien n'est organisé où on n'a pas une situation qui nous permet d'exister, de faire notre place dans le champ politique. Et c'est très dommageable parce que nous avons des hommes expérimentés, nous avons des profils intéressants, nous avons tout pour exister. Maintenant, franchissons certains caps, explosons le plafond et avançons. Yewwi Askan Wi également a subi les conséquences de ces investitures. Avec toutes ces démissions, ce qui s'est passé, est-ce qu'on ne va pas assister à une fragilisation de Yewwi Askan Wi? Je ne le pense pas. Ce n'est pas parce que la structure politique, la coalition Yewwi a des remous internes que cela a disloqué le lien qu'on a avec les Sénégalais. Les Sénégalais maintenant ont internalisé, comme à l'époque ils avaient internalisé le SOPI, comme ils ont internalisé Benno Siggil Sénégal. On a essayé plusieurs coalitions avec Manko, Taxawu et tout pour arriver à Yewwi Askan Wi, qui est maintenant la coalition phare de l'opposition. Le lien avec les Sénégalais est définitivement cristallisé. Donc, rien ne s'est érodé, rien ne s'est gâché. Maintenant, en interne, on s'en fait face à des crises qui sont des crises de personnes et qui sont le fait de l'actualité politique, du fonctionnement politique. Je donne le cas du FDS. Mais aujourd'hui, je te donne le cas d'Aminatou Lo Dieng, qui a insulté Khalifa Sall. Mais Aminata Lo Dieng, tu l'amènes à une élection partout, elle ne fera même pas 1000 voix. Moi, je suis dans Taxawu. Je ne suis pas dans la conférence des leaders, mais je suis capable dans ma base de faire 17 000 voix. Aucun maire de Dakar n'a eu 17 000 voix. Aucun maire. Et même les communes où on a les maires depuis 10 ans n'ont fait 17 000 voix. J'ai fait 17 000 voix à Saint-Louis. Mais est-ce qu'un leader, parce que tu es leader de parti, parce que tu as un parti où tu as un récépissé, et que tu te mets à la même table de qualif, que tu es plus représentatif que moi? Ginnaaw Khalifa Sall moo gën a yaatu yenn leaders yi. Et est-ce qu'on va continuer à accepter que parce que simplement il y a des coalitions, on va distribuer des postes? Mais sur les 20 premières positions de Yewwi Askan Wi, Taxawu Sénégal en a 3. Les patriotes d'Ousmane Sonko en ont 3. Maintenant, tu as des partis qui ne contribuent pas financièrement, qui n'ont pas de militants. Même le jour du vote, vous ne les voyez pas. Ils ne vous donnent même pas un mandataire ou un représentant de bureau de vote. Ces partis qui veulent nous imposer de dire que c'est eux qu'on doit investir. Jusqu'à quand les gens vont se battre à la base pour que des gens en profitent en haut. Je pense qu'on ne fait pas de la politique pour entretenir des parasites. Que les choses soient claires. C'est une réalité du champ politique sénégalais qui est appelée à se casser. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut construire la politique autour des forces politiques majeures. Non. Maintenant, mais dans les coalitions, il faut que les gens apprennent à se respecter. On ne peut pas continuer comme ça à créer des crises simplement parce qu'on veut être député. La question n'est pas d'être député. La question est de faire partir Macky Sall. On ne veut pas de troisième mandat. Demain, si on arrive à faire partir Macky Sall, si un leader de Yewwi Askan Wi devient président de la République du Sénégal, mais on n'a même pas suffisamment de leaders pour faire un gouvernement. Il y aura de la place pour tout le monde. Il y a les ministères, il y aura les entreprises publiques, il y aura tout ce qu'il faut pour faire. Il y aura l'Assemblée. Mais pourquoi les gens pensent que s'ils n'ont pas de poste maintenant, ils ne vont pas exister? Cela veut dire qu'ils ne croient pas qu'ils sont capables de faire partie de Macky Sall. Nous, on croit qu'on veut le faire partie et c'est à ça qu'on travaille. Toute cette agitation, c'est pour des postes de députés, mais il faudra d'abord qu'on en arrive à une élection. Aujourd'hui, il y a le bras de fer entre Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar. Chacun tire de son côté. Est-ce que finalement, la paix sociale n'est pas menacée? C'est toujours inquiétant, puisque à chaque fois qu'on a eu des crises majeures ces dernières années, c'est le fait de la politique. Quand Wade a fallu partir, on a eu 12 morts. Au mois de mars dernier, on a eu 14 morts. Donc aujourd'hui, on ne peut pas voir tous ces signaux et être inquiet.
le point de congruence, le point d'équilibre aurait dû être le Conseil constitutionnel. Mais vous savez tous que la décision que le Conseil constitutionnel vient de rendre, c'est du non-droit. C'est un déni de justice. Et c'est extrêmement grave. Donc aujourd'hui, pour tous les acteurs, les gens savent que ce qu'il y a en face, c'est une organisation bien préparée qui est décidée à conserver le pouvoir. Je lisais tout à l'heure l'appel à la responsabilité de Boubacar Camara adressé au président de la République. En tout cas, tous les signaux sont rouges. On ne peut qu'être inquiet, mais vous savez, ce qui a été fait ne peut pas être continué. Macky Sall s'est trompé de pays. On n'est pas dans un pays où on organise, il n'est pas un autocrate où il peut se dire que je vais rester de gré ou de force. Malheureusement pour lui, il a fait ses 2 mandats. Autant quand Wade disait que si je pars, on ne paiera pas les salaires, il a payé les salaires, il a gouverné pendant 2 ans, il partira pour qu'on puisse gouverner le pays. Et vous savez, moi je ne fais pas, et c'est en cela que la posture de certains acteurs m'a choqué. Vous savez que n'importe quel président qui sera élu en 2024 sera obligé de dissoudre l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'on a basculé au quinquennat sans tirer les conséquences dans l'agenda électoral. Mais si vous restez sous ce schéma-là, mais chaque 2 ans, vous aurez des élections. Et personne ne peut travailler dans ces conditions-là. Donc cette assemblée-là qui vient, c'est une assemblée de 2 ans. Mais pourquoi s'étriper? Pourquoi s'étriper pour une assemblée de 2 ans? Ce qui importe pour nous, c'est de nous organiser. Et il est important aussi que l'opposition puisse avoir cette posture rigide pour faire comprendre à M. Macky Sall que tu as fait tes 2 mandats, quelle que soit l'issue des élections, notre obsession, notre volonté, notre programme, c'est de partir et que nous puissions créer les conditions pour un nouveau départ pour ce pays-là. La situation est tendue, mais que chacun prenne ses responsabilités. Mais avant tout cela, les problèmes qu'il y a eu avec les listes, on va dire, de Yewwi Askan Wi, que ce soit au niveau départemental comme au niveau national, est-ce que aussi, vous de l'opposition, vous n'avez pas prêté le flanc? Non, du tout. Vu tout ce qui s'est passé, les échanges entre Déthié et l'autre, oui, ceux qui disent ça ne comprennent pas généralement les conditions dans lesquelles on travaille pour déposer liste. Moi, quand j'ai déposé ma liste à Saint-Louis, lors des dernières élections locales, je suis sorti là avec une conviction pour dire que plus jamais je ne déposerai une liste la nuit, le dernier jour du dépôt. Je ne le ferai plus. Ça, jusqu'à la fin de ma carrière, je ne le ferai plus. Je suis entré à la préfecture à 22h. Je suis sorti le lendemain à 11h du matin. On est entré, il y avait une coupure d'électricité. C'est fait à volonté? Non. On a amené notre machine, notre fourgon, on a tout amené. Mais quand il n'y a pas de courant, tu fais comment? Tu fais comment? C'est tellement plus simple pour l'administration de dire, écoutez, je connais des listes qui ont été rejetées pour 2 suppléants en trop. L'administration n'est pas là. On a une élection tous les 5 ans. C'est l'Assemblée nationale du Sénégal qui vote le budget du Sénégal. C'est-à-dire qui donne l'autorisation au président du Sénégal de voter des budgets, d'exécuter des budgets de 5 000 milliards. C'est-à-dire sur 5 ans, c'est l'Assemblée nationale qui autorise le président de la République à dépenser 25 000 milliards. Mais ces élections-là, c'est du sérieux. C'est le prix de la démocratie. On ne peut pas être dans une logique où on vient, l'administration cherche à éliminer les gens. Pourquoi tu cherches à m'éliminer pour un doublon? Qu'est-ce qui empêche l'administration de dire aux gens, venez corriger ça, ça? Parce que c'est les élections législatives. On a créé des filtres. Que sont le parrainage? Mais ya Haïti, comment seulement 10 listes ne peuvent pas participer à des élections au Sénégal? Il faut qu'on crée des entregroupes, il faut qu'on fasse des pièges, il faut qu'on sorte ça pour éliminer ça. Dans quelle démocratie on est? Dans quoi Macky Sall nous a-t-il mis? Vous préparez des élections pendant 5 ans. Vous venez déposer votre liste, on vous élimine pour un doublon, on vous élimine pour deux. Mais c'est grave. Dans ce cas-là, rien n'a plus de sens. Comment on peut organiser des élections législatives au Sénégal avec seulement 8 listes et on cherche encore à éliminer des gens? Mais ce n'est plus de la démocratie. Et il faut que tout le monde s'en rende compte. L'administration n'est pas là pour éliminer les listes. L'administration est là pour permettre aux gens de participer aux élections. Parce que c'est ça la démocratie. Plus il y a de participants, c'est un signe de vitalité démocratique. Et la démocratie, c'est pas de la quincaillerie. C'est pas une faveur qu'on se fait. Non. La démocratie, ça a un sens. Quand on doit élire quelqu'un qui doit décider au nom de tous les Sénégalais, mais on s'arrange pour que ce soit le meilleur qui soit choisi. Quand on doit élire un parlement qui vote le budget, qui vote les lois qui nous régissent au quotidien, on doit s'organiser pour que tout le monde puisse participer. Mais quand l'administration est là pour piéger tout le monde, mais ça n'a plus aucun sens. Et aujourd'hui, combattre Macky Sall, c'est le sens de la démocratie au Sénégal. Il faut que Macky Sall et son système partent, en partant de son ministre de l'Intérieur. Un ministre de l'Intérieur qui a été impliqué dans des dossiers judiciaires, dans des procès contre Khalifa Sall, contre Karim Wade, et qui, un gars aussi louche, aussi cynique,
on le place à la tête du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire à la tête de nos renseignements, vous vous rendez plus compte de ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est une question d'hygiène publique pour que ce régime-là s'en aille. Et c'est à ça qu'on doit travailler. Revenons un petit peu sur la décision de Yewwi Askan Wi de ne pas viser le bon à tirer qu'a donné le Conseil constitutionnel, parce que tout simplement, il n'y a pas la photo d'Ousmane Sonko. Des juristes, des experts en droit constitutionnel pensent que cela n'est pas fondé du tout. Mais comment ça n'est pas fondé? L'article 154 du code électoral vous dit que c'est la tête de liste nationale qui a sa photo sur le bulletin. Oui, mais justement, la liste nationale n'est pas acceptée. Oui, justement. C'est la liste des suppléants. Oui, mais dans ce cas, ils n'ont qu'à arrêter le processus, changer le code et nous demander une photo. La tête de liste des suppléants, ce n'est pas ça qui est dans le code. Ce qui est dans le code, c'est la tête de liste nationale. Vous vous rendez compte de l'immensité de la bêtise, de l'impasse dans laquelle on nous a enfermés. Et aujourd'hui, nous, on a un doublon. On a quelqu'un sur la nationale, et sur les titulaires et sur les suppléants. Mais sur quoi s'est basé le Conseil constitutionnel pour éliminer la liste de nos titulaires? Sur quoi s'est-il basé pour dire que j'élimine les titulaires et je laisse les suppléants? Pour lui, la liste est incomplète. Oui, mais dans ce cas, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Parce que aussi la liste des suppléants est incomplète. Puisque la personne est dans les suppléants et dans les titulaires. Oui, tu élimines sur la liste des suppléants, mais pas sur la liste des titulaires. Et pourquoi il accepte dans l'un et pas dans l'autre? Parce qu'elle était déjà sur la liste des suppléants. Mais ça n'a plus de droit. Elle a été reconduite sur la liste des suppléants. S'il faut changer, pourquoi ne pas nous laisser le droit, comme on l'a fait sur Dakar, de substituer? Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils créent eux-mêmes les situations pour faire en sorte qu'il y ait des problèmes. Les problèmes ne viennent pas de Yahoo. Les problèmes viennent du Conseil constitutionnel, les problèmes viennent de la DGE, les problèmes viennent du ministre, les problèmes viennent du président. Il ne veut pas d'élection, mais nous, on est là. Mais si le texte dit que c'est la tête de liste nationale qui doit être sur le bulletin, mais on mettra la tête de liste nationale. Sinon, dans le cas contraire, ils n'ont qu'à sortir une nouvelle loi ou de nouvelles règles pour qu'on sache comment s'organiser. Oui, mais le combat de Yewwi Askan Wi d'ores et déjà, c'est que la liste des titulaires soit acceptée. D'après ce qui a été dit lors de la manifestation du 8 juin, il n'est pas question d'aller à une élection, à des élections législatives sans la tête de liste nationale. Il s'agit de Ousmane Sonko. Mais bien sûr. C'est de bon droit. Maintenant, c'est de bon droit. Regardez aujourd'hui la liste de Benno Bokk Yakaar, qui a à la fois un problème de parrainage et qui a à la fois un problème de parité. Nous, quand on a eu un problème de parrainage sur la liste de Dakar, mais la liste de suppléants respectait la parité. Mais pourquoi à l'époque le ministre n'avait pas déconnecté les deux listes en disant je garde les suppléants parce que c'est complet, je rejette les titulaires? Il ne l'a pas fait. Il a rejeté la liste dans son ensemble. Et quand on est allé au Conseil constitutionnel, on nous a donné nos droits, on est revenu. Pourquoi là on devrait accepter qu'il déconnecte les deux listes? À la limite, qu'il rejette tout. Et là on aura compris qu'il rejette tout. Mais tu ne peux pas garder les suppléants et être dans une situation où qui n'est pas conforme au droit. Si c'est la tête de liste nationale qui doit être sur la photo, mais on mettra la photo de la tête de liste nationale. Maintenant, c'est de bon droit que Yewwi, puisque j'ai dit, le combat qu'on mène, la centralité du combat, c'est un combat pour la démocratie au Sénégal. Ce qui se passe est trop grave pour être accepté. Maintenant, jusqu'où pourrez-vous aller pour obtenir gain de cause? Parce que vous avez organisé une manifestation et remporté le pari de la mobilisation. Vous appelez également à une autre manifestation vendredi, c'est-à-dire après-demain, Inch'Allah. Est-ce que, au-delà de ça, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour justement obtenir gain de cause? On a un dispositif qui est totalement complet. On a un dispositif qui est complet, puisqu'on mène le combat pour la restauration de la démocratie. Mais n'oubliez pas qu'avant tout cela, on a mis en place une intercoalition où on a trouvé des équilibres entre nous et la coalition Wallu. Aujourd'hui, notre dispositif électoral, il est bien là, présent, prêt à aller au fond. Mais il est normal, dans le lien que nous avons avec l'opinion, qu'on puisse tenir l'opinion au courant de ce fait et qu'on mène le combat avec l'opinion pour que les gens puissent comprendre ce qui se passe dans ce pays, la gravité des événements. Et au bout du bout, si on doit être dans une situation où on devrait aller à des élections, on ira à des élections. Si on est dans une situation où on considère que la libre expression de nos concitoyens n'est pas permis, mais on n'ira pas aux élections. Et c'est le combat, c'est à la conférence des leaders de décider. Nous, on n'est pas membre de la conférence des leaders. Nous, en tout cas, à titre individuel, on est prêt à mener le combat avec les leaders, quelle que soit leur décision. En allant aux élections à la base, nous sommes prêts pour cela, ou à mener le combat au logement, parce que nous n'avons pas d'obsession
pour le poste de député. Nous n'avons pas d'obsession pour ces législatives-là. Nous mettons cap sur 2024, puisque, au vu de toute la situation que vous avez énumérée, ce qui importe, c'est de remettre le Sénégal à l'endroit et de le sauver pour l'avenir. Alors, la marche n'est pas autorisée. La marche du vendredi n'a pas été autorisée par le préfet. Qu'est-ce que vous comptez faire si ce n'est pas autorisé? Est-ce que vous comptez braver l'interdit? Non, il ne s'agit pas de braver l'interdit. Aujourd'hui, il y a différents types de stratégies pour s'exprimer ou de se faire entendre. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le schéma initial qu'on avait, c'était de dire au niveau des bases, des régions, des départements, de se mettre dans la position d'organiser des manifestations analogues. Même si on est en contexte où c'est la propagande qui est interdite. Ça ne nous empêche pas de mener des activités politiques. Aujourd'hui que la manifestation est interdite, je pense que les leaders de Yewwi vont communiquer sur leur posture. Actuellement, il y a plusieurs fronts. Il y a le cas de la marche de vendredi, il y a le cas de la tête de liste nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que la pression n'est pas de notre côté, je l'ai dit. Nous n'avons pas de pression. L'opinion est éclairée. L'opinion sait ce qui se passe. Aujourd'hui, la difficulté, elle est dans le cadre de l'administration. Ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. Et je pense qu'ils ne s'imaginent pas aller à des élections législatives sans Yewwi Askan Wi. Alors, lors de la dernière manifestation, des rebelles ont été arrêtés à Dakar, selon les autorités. C'est quoi finalement l'enjeu, l'ampleur que ça a pris? Qu'est-ce que cela vous fait, vous, au niveau de l'opposition? Au même titre que les injures, au même titre que le niveau au rabais du débat public, c'est un axe supplémentaire posé par Macky Sall dans la dégradation de l'espace public, de l'espace politique. Aujourd'hui, on parle de rebelles simplement parce qu'on a les docteurs Ousmane Sonko qui vient de la Casamance, qui vient du Sud. Et donc, naturellement, il devrait avoir des accointances avec le MFDC ou d'autres forces factionnistes. Je pense que c'est extrêmement grave comme posture, c'est extrêmement grave comme insinuation, comme présupposé. Et je pense que la démocratie du Sénégal mérite mieux que ça. Nous avons eu de grands partis où Robert Sagna pouvait être à côté d'Abdoulaye Agne, à côté d'Abdoulaye Diack. Nous avons eu de grands partis comme le PDS où Landing Sané pouvait être à côté d'un Gandé de Fouta sans pour autant qu'on ait à parler de rebelles. C'est avec ce régime-là qu'on a commencé à entendre que Ousmane Sonko est un rebelle, que le Fouta est mon titre foncier, que ainsi de suite, toutes ces remarques-là, où une personne peut sortir du pouvoir, insulter les Wolofs. Je pense que cela montre un peu tout ce qu'on a connu comme dégradation, comme dénivellement de l'espace politique depuis que M. Macky Sall est là. Moi, je ne crois pas à cette histoire de rebelle-là. Je n'y crois pas du tout. Je trouve l'insinuation grotesque, je trouve indigne de notre démocratie, je trouve ça abject. Et j'estime que cette volonté de salir M. Ousmane Sonko à l'extrême, de créer une rupture entre lui et l'opinion, est vouée à l'échec. Puisque ces gens-là ne s'interrogent pas sur les ressorts, sur ce qui nourrit l'engagement de ces jeunes-là qui sont autour de Ousmane Sonko. Et c'est comme ça, ils vont continuer encore à lui tailler, à lui dessiner une identité de victime, à le mettre dans une position victimaire. Plus il aura un élan de solidarité et d'engagement autour de sa personne. Et lui, il peut arriver avec d'autres, avec ce qu'ils sont en train de faire, de venir à bout de ce régime-là et on verra qu'est-ce qui peut être fait. Mais cette histoire-là, je n'y crois pas, moi. On ne va pas terminer cette émission sans parler de Saint-Louis, au niveau où vous êtes la tête de liste départementale. En cette période de pré-campagne, c'est quoi le programme? Le programme, c'est que nous avons commencé à nous organiser. Moi, je suis quelqu'un qui considère qu'il n'y a pas de bonne campagne sans une bonne pré-campagne. Cette fois-ci, on a le malheur qu'on avait lors des dernières élections locales, c'est que sur 2 communes du département, ont été les jetés. Maintenant, il faut mettre en place des comités électoraux dans chaque commune, lancer la pré-campagne avec des équipes dynamiques qui sont engagées et qui croient comme nous à la victoire. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire et les 10 derniers jours du mois de juin seront consacrés à ça. La première semaine du mois de juillet sera une étape d'organisation, de structuration, de planification de la stratégie de campagne avant d'y aller à partir du 9. Et on y va avec l'engagement, avec la conviction qu'on peut gagner cette élection et on va se battre avec nos arguments. Babacar Abba Mbaye, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir reçus dans votre si beau bureau. Merci à vous. Merci, chers internautes. C'était donc votre émission Temps de parole. Rendez-vous prochainement, ce sera sur Taxawu Sénégal TV.